Merci Cyril. Je m'appelle Laurent Gless. Je suis directeur du site de Framatome Le Creusot. Donc Cyril Tichy, donc société 70-30, en accompagnement sur les transformations managériales. Alors le premier point, je pense que c'est avec ton expérience, le management est vraiment un élément clé quand on est dans une entreprise. On a des investissements, on a des capex, on a des produits, on a des process, mais les entreprises sans management sont des entreprises qui ne vont pas très loin. Je pense que c'est des choses que tu as pu vivre aussi dans ton expérience par le passé et encore aujourd'hui. Oui, effectivement, le management, en fait, c'est une passion. Je l'ai connu d'abord moi-même en travaillant, en étant avec des personnes exemplaires ou avec des mentors. Et puis j'ai expérimenté aussi. Et ça fait maintenant plus de 15 ans que je pratique euh, avec intensité. Et effectivement, le management, c'est donner un cap, donner une vision, donner un courage, donner une méthode, donner le là. Et c'est un invariant. Je crois que c'est vraiment la base. Quand on parle de management, on parle d'un co-construit. On vient tous avec une expérience et quand on prend un site, on a une expérience, on vient avec son passé et forcément ça se passe pas exactement sur le site comme prévu, donc faut s'adapter, il faut savoir articuler, jongler. Je pense que c'est des choses que tu as vécues toi-même. Oui, très bien. Ce qui compte, de toute façon, à chaque fois, c'est l'adaptation et c'est le résultat. On est au service d'une cause, on est au service de nos équipes, des clients, des parties. Et ce qui importe, en fait, c'est d'arriver à mixer les individus, les managements, les systèmes. Et in fine, seul le résultat compte. Et donc, il faut s'adapter en permanence. Quand on est sur le management justement des transformations et les résultats, un élément clé, c'est la capacité à fixer des objectifs. J'ai pour habitude de donner un acronyme, c'est le PAS, le PA2S. Un, c'est de définir vraiment des percées, donc des indicateurs sur lesquels, 2 ou 3 maximum, sur lesquels on va chercher 20-30% de réduction des aléas. Tout ce qu'on va mettre sur le A en amélioration continue. Le S, c'est tout ce qu'on va chercher à stabiliser. Et puis derrière aussi ce qu'il faut savoir stopper, parce qu'il y a des choses qu'on a mis en place par le passé et il y a des choses qu'il faut qu'on réussisse à stopper. Quelle est ta recette quand tu justement travailles avec une équipe, cette fixation d'objectifs et de challenge? Écoute, je ne connaissais pas cet acronyme, mais c'est très bien formalisé. Je suis complètement aligné avec ces 4 principes. Je crois qu'il faut, en permanence, il faut se donner un certain nombre de jalons emblématiques et de choses. D'ailleurs, bien souvent, on arrive à les atteindre. Il faut qu'il y ait un vrai motif, une vision de compréhension. Il faut bien sûr l'amélioration continue, tout un système, et c'est permanent. Il y a des choses plus simples à faire, et puis il y a toujours un peu de ménage ou de simplification ou d'abandon. Et puis à la limite, on peut rebeloter ça à certains moments, en cas de besoin, bien sûr. J'utilise un acronyme, le SNQDC, pour être certain qu'on adresse bien les différents sujets sans en oublier, sans laisser l'angle mort: la sécurité, la motivation du personnel, la qualité, les délais, les coûts sont une conséquence des autres. Est-ce que tu as aussi une fioriture comme ça d'éléments qui sont dans le viseur quand tu fixes des objectifs aux équipes? Oui, en fait, finalement, selon les expériences, on avait PQSN, DME ou autres, selon les usines. Et je dirais celles que tu l'as dit dans l'ordre là sont fondamentales. Aujourd'hui, dans notre entreprise, on met sécurité avec sûreté, qualité, délai, coût. Après, on a déjà l'emblématique. Par exemple, pour moi, pour cette usine, sur 400 personnes, franchir le cap de plus de 2 ans sans accident avec arrêt. En qualité, divisé par 10, les écarts qualité en moins de 4 ans. En délai, c'est se rapprocher dans une usine du nucléaire, fait de projets d'usines de terrain à des ratios qui peuvent être celles de l'industrie automobile, avec des adhérences de livraison à plus de 90%. Et ainsi de suite. Je pense que ces modèles-là sont effectivement fondamentaux et peuvent trouver des sens auprès de chacun de nos salariés. Quand on est sur l'atteinte de résultats, j'ai pu expérimenter des choses assez spectaculaires, des améliorations, des réductions de 30%
des défauts de qualité en moins de 3 mois, des rendements opérationnels sur des équipes qui étaient vraiment au top et allaient gagner 5-6 points de rendement opérationnel, qu'on l'appelle TRS ou autre. Pareil sur des délais de 3-4 mois, ce sont toujours des choses qui sont assez impressionnantes et satisfaisantes pour l'équipe qui a réussi à l'atteindre. Pour toi, des réussites qui t'ont marqué dans ce que tu as pu réaliser? Eh ben, c'est étonnant parce qu'en fait, on se retrouve dans ce type de ratio. Alors, on peut les voir en 3 mois ou 100 jours, on peut les voir sur 3 ans ou à l'année. Mais curieusement, je crois que tous les systèmes savent démontrer pouvoir atteindre ce type de challenge. Tout dépend du point de départ. Aujourd'hui, par exemple, diviser par 4 les accidents sur une période de 3-4 ans, c'est tout à fait possible. Ne pas avoir d'arrêt sur plus de 5 ans, ça l'est. Notre site actuel réduit de plus de 30% la non-qualité chaque année. On est passé d'un ratio de 15 écarts pour 1000 heures à moins de 1,5. En production aussi. Et c'est étonnant parce que je crois que ça peut être universel. Et même les secteurs qui sont à des meilleurs niveaux, on trouve toujours quelque chose. Ou un autre sous-ensemble. Et à chaque fois, les équipes se plaisent à aller les chercher. C'est vrai que c'est un constat que j'ai pu faire aussi. Il faut quelques objectifs sur lesquels on se bolide, on se met les piles. Et c'est toujours extrêmement plaisant pour les équipes de réussir à relever des challenges de cette nature. Souvent, je parle, quand j'accompagne des entreprises, je fais des découvertes sur les différents rituels de management. Et je parle de bouillie managériale. J'ai tendance à dire que quand je vois certains rituels tels qu'ils sont faits, je dis qu'il y a dedans des fous-y-tout. C'est des rituels dans lesquels en fait il manque rien. Pour moi, j'ai catégorisé 4 types de rituels. Les rituels de planification, s'il n'y a pas une planification, on ne sait pas où on va. Les rituels de communication aussi, qui sont extrêmement importants pour vraiment partager. Ensuite, les rituels pour prendre des décisions, et ça c'est vraiment dans les rituels plutôt quotidiens. Et puis les rituels aussi pour faire du traitement de problèmes. Quand on est confronté à des difficultés, avoir une bande passante sur la journée qui facilite le fait que les gens puissent se rassembler. Est-ce que tu as des pratiques similaires mises en œuvre? Oui, alors en fait, on part déjà sur un triangle, l'individu, le management et le système. Donc il faut un système, il faut ces boucles. Dans le cas présent, on les a fait évoluer ces 2 dernières années. Par exemple, nous avons un agenda synchronisé. On a une protection du management de 7h30 à 10h30 pour se livrer à des rituels et à une hygiène quotidienne. Ça peut être les relèves de poste, la réunion de secteur, la réunion dans le quartier général de l'usine avec des prises de décision dans des créneaux horaires bien précis, des sujets précis, des systèmes de décision et de reporting. On a ce qu'on appelle les RNMA, par exemple les mardis 11h, qui sont plus de la communication. On a quelques points particuliers de qualité de système d'information, placés les mardis de 14h à 15h. On en a fait une adaptation et une agilité pour mettre juste le bon dosage et le caler en fonction aussi des problématiques à traiter. Là, nous en sommes aujourd'hui très satisfaits. On a aussi parlé d'organisation et en fait, quand on est dans un système, quel qu'il soit, bien souvent, il y a déjà des organisations qui sont en place. Et un des constats que j'ai pu faire, c'est qu'on est en capacité finalement de faire travailler les personnes sans forcément changer les organigrammes, mais surtout en les positionnant dans les bons rituels pour qu'ils prennent les décisions ensemble et faire un mix avec la présence de la production, la présence de la qualité, les gens du planning, du projet. Et c'est ça qui finalement prime sur l'organigramme, même si l'organigramme est important. Mais indépendamment de l'organigramme, on peut avoir de beaux fonctionnements grâce justement à la bonne association dans les rituels. Est-ce que tu as fait des constats similaires? Comment tu as mené les transformations réalisées? Je crois qu'aujourd'hui, c'est un facteur clé, c'est un facteur extrêmement important. Une fois qu'on a dit homme, management, système, quel que soit le fonctionnement en place, à la fin, c'est le sens qu'on fait, la fonction dont on va conduire les affaires. Donc on insiste beaucoup dans le cas présent sur la culture de l'engagement
et la culture de résultat. Il n'y a que cela qui compte. Et aujourd'hui, ce qui imprime finalement, c'est de parler simple et de façon pragmatique. On est dans un rituel ou dans une instance au service d'un objet à traiter. Et peu importe qu'on soit dans une mission A, B ou C, on représente les interfaces et son métier et on doit le traiter ensemble. Aujourd'hui, moi, j'ai la satisfaction de voir que dans l'encadrement, des personnes spontanément proposent des missions ou des sujets, sortent de leurs organigrammes, ou bien répondent favorablement si nous les sollicitons, parce qu'il y a un enjeu à la semaine, ou sur 3 mois, ou sur 6 mois, qui se présente et qui relève en fait toute forme d'initiative. Ce qui laisse aussi de l'autonomie, la prise de décision à d'autres personnes, et en fait la régularisation, on va dire, de l'organe ou des missions peut se faire un peu après. Mais c'est un outil extrêmement fort, et c'est même pour moi une preuve de dynamisme. Arriver à ce type de sollicitation est intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a une culture d'entreprise, d'appartenance et d'engagement qui se développe. Dans les échanges qu'on a pu avoir, j'ai été marqué aussi par un certain nombre alors dans les rituels, mais en dehors des rituels, de réflexes. Tu m'as parlé de SVP, un certain nombre d'acronymes, de phrases comme ça qui aident aussi à donner du sens et quelques fioritures de ta pratique. Bah, écoute, je crois que c'est important parce que finalement, à la fin, ça en devient, comme partout, c'est comme un mythe ou une caricature dans le sens où on le pratique. Je vais prendre quelques exemples simples, mais qui servent à résoudre les problèmes. SVP, c'est savoir, vouloir, pouvoir. Si un problème n'est pas posé, qu'il n'est pas résolu, souvent on a les solutions dans l'une ou l'autre des 3 lettres. On dit aussi les 3 U, utile, utilisable, utilisé. Dans des pratiques martiales, on a minimum time, minimum risque, maximum impact. À une époque, j'avais entendu la règle des 3 lettres P. Permission plus protection égale puissance. En tout cas, et pas de management par la victimisation. No loser talk. On peut en sortir autant qu'on veut, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit-là, on peut le porter partout. On peut le porter dans l'associatif, dans le professionnel, dans une entreprise de série, dans une entreprise nouvelle. Je crois que ça fait partie finalement des valeurs et de l'envie d'avancer, de résoudre les choses. Celle que tu utilises le plus souvent? Aujourd'hui, je dirais, il y a le SVP parce qu'il me permet, dans l'état où aujourd'hui, on va dire, des forces en présence, de bien discerner, c'est un problème de savoir, de vouloir ou de pouvoir. Et puis sinon, c'est effectivement minimum time, minimum risk, maximum impact. Il faut agir, il faut faire quelque chose, en peu de temps se mettre en mouvement. Et seul le résultat compte. Ça, c'est important, on me le ressort souvent, et je le ressors souvent. Quand on parle des rituels, il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas d'agenda et les journées en fait sont tricotées, détricotées régulièrement. Un agenda synchronisé est dans les solutions 70-30 quelque chose de fondamental, avec des horaires fixes, avec une approche aussi bottom-up qui part du terrain et qui remonte sur la ligne hiérarchique. Les pratiques qui pour toi sont importantes aussi à ce stade, tu les vois comment? En fait, c'est un point clé. On l'a développé depuis 2 ans et on dit que c'est un must-have. On doit l'avoir, c'est une hygiène. Donc, en l'occurrence, dans le cas présent, nous, on a un agenda synchronisé 7h30, 10h30. Il y a une autonomie et une protection des équipes sur des sujets bien précis, les relèves de poste, les relèves de secteur, les réunions aux interfaces, les Gemba Walk, c'est des tours de terrain. Et à d'autres créneaux de la semaine, on sait qu'on a certains copiles précis, clairs, sur des petits sujets de résolution de problèmes, dans des créneaux de moins d'1 heure. Le mardi, par exemple, 14-15 ou 15-16. Et c'est connu dans l'ensemble de la business unit, voire du groupe. C'est connu et c'est respecté. Et c'est un point clé, et les gens sont entraînés dans les résolutions de problèmes. Ouais, c'est effectivement fondamental qu'il soit connu parce que sinon les perturbations viennent souvent aussi de l'extérieur et il faut réussir à protéger les équipes dans le respect de l'agenda. Tu as parlé aussi de la présence terrain des Gemba Walk, le temps terrain, le tour de terrain. Dans les pratiques 70-30,
on va jusqu'à structurer les tours de terrain pour éviter de la redondance et être certain qu'on anime les résultats et aussi les process, être certain qu'on a bien fait nos contrôles qualité, être certain qu'on a bien fait les préventifs, on a bien fait les prélèvements, on a bien fait la traçabilité, la documentation, ces différents points. Quelles sont les clés de succès pour toi une bonne présence terrain, un bon tour de terrain, un bon Gemba Walk? Je dirais, il y a des personnes qui l'ont plus ou moins naturellement par l'habitude et puis d'autres collègues qu'on a formés. Donc déjà aujourd'hui, on a formé des gens. On les a formés, les a entraînés, on a fait des coachings et on a essayé de les segmenter. On a des Gemba plus de métier, on peut être planificateur, on peut être expert process, on va chercher des choses plus précises. On a des Gemba plus de management, on peut être sur de la sécurité, sur des flux, sur du 5S. On a aussi par exemple des QRQC qui sont des carrefours dans des lieux précis avec des personnes autour de sujets précis, de méthodes précises, qui sont aussi une forme de proximité dans les ateliers ou dans les bureaux. Parce qu'on a fait des Gemba dans les bureaux, des QRQC dans les bureaux. Et à la fin, ça induit surtout un état d'esprit. C'est une attitude, la culture du questionnement, la culture interrogative, de poser un problème, de le résoudre dans la bonne échelle de temps, avec les bonnes personnes, sur les bons sujets. Et cet état d'esprit, après, vous l'embarquez tout au long du reste de la journée et de la semaine. Un sujet important, la montée en compétences, la formation des équipes. J'aime bien la dissocier en deux, voire trois. C'est la formation, parce qu'il y a besoin d'avoir des bases théoriques qui se font alors parfois en salle, mais j'aime bien parler aussi de formation. C'est de former par l'action et par l'apprentissage avec du tutorat, avec différentes formes. Et puis le dernier point, une fois qu'on a cette base de compétences, c'est qu'il faut l'entretenir au fil du temps et parler de coaching opérationnel pour être en capacité de continuer d'apprendre. Alors, on peut apprendre de son chef, on peut avoir des feedbacks, on peut aller observer aussi ses collègues. Quelles sont les convictions que tu t'es forgées sur ce sujet au fil du temps? Je crois que tu as cité les étapes. Dans un premier temps, il y a les points plus classiques, c'est intégrer, former, transmettre des savoirs. Donc ça, c'est fondamental, par métier, les entretenir. C'est un axe fort. L'axe du coaching est important. Parce qu'à la fin, on retrouve la proximité, c'est-à-dire des méthodes, un état d'esprit, un savoir-faire, un entretien, une capacité à se remettre en cause, à avoir un regard extérieur. Et aujourd'hui, en fait, on a des coachings dans de nombreux axes. On a des coachings dans le domaine de l'opérationnel excellence, sur les Gemba, sur les QRQC. On a des coachings sur les outils de planification, plan industriel et commercial, plan de production, ordonnancement, maîtrise de l'exécution. On a aussi des coachings même sur les transmissions de savoir. Je crois que c'est important dans nos stades de carrière et c'est finalement aussi une remise en cause. Et c'est valable à tous les niveaux d'une organisation. Dans le management, les choses, on les souhaite les meilleures possibles et pourtant, de temps en temps, il y a quand même des dérapages. Et c'est important d'avoir pour les équipes des systèmes d'escalade, connaître que ces personnes-là connaissent bien leurs responsabilités et à partir de quel moment on leur demande aussi de faire appel, parce que si on clarifie pas justement ces interactions, elles font leur maximum, mais malheureusement quand elles appellent c'est trop tard parce que le temps est passé, voire les aléas se sont multipliés. Est-ce que donc un système d'escalade est vraiment important avec des seuils, avec des thèmes particuliers sur les pannes, sur la qualité, sur la sécurité, bien évidemment. Là aussi, tes convictions, tes pratiques en la matière. Au début, ça m'a rappelé un proverbe. Prépare pour le pire, espère le meilleur et prends ce qui vient. Alors, en fait, il y a des systèmes d'escalade. Alors, on en a justement par les rituels évoqués précédemment. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'escalade à l'échelle d'un poste, avec son chef d'équipe ou les astreintes, dans des relèves de poste, à la journée, et avec les réunions d'interface. Donc, chez nous, on appelle ça la P1, P2, P3, par exemple. On peut en avoir par des systèmes d'information. On est en train de développer les systèmes Ando. On en a parce qu'il y a justement des rituels où on ne vient que pour aborder les sujets qui sont apportés à connaissance parce qu'il y a besoin d'une décision. Donc finalement, ces systèmes, ils existent et ils doivent être d'ailleurs imbriqués avec, tout à l'heure, ce qu'on a dit, les agendas et les outils. En fait, si on fait l'un sans l'autre, il y a toujours un manque. Et ça rejoint, in fine, le leitmotiv du début, la culture de l'engagement et du résultat. Ça doit devenir un réflexe. Et plus on pratique ce type d'outils,
plus finalement c'est embarqué tout le temps, et plus on est capable de discernement et de savoir, in fine, quand escalader, chez qui, voire peut-être après à faire du hors standard, parce qu'on est capable de maîtriser. Quelles sont les plus grandes satisfactions que tu as diriger un site, c'est beaucoup d'engagement. Il y a des frustrations, il y a des satisfactions. Quels sont pour toi les temps que tu préfères? Je crois que c'est l'énergie qu'on voit dans les équipes et les personnes. C'est absolument incroyable. Je ne connais pas de site, de secteur ou de service, peu importe la taille ou la maturité à ce moment-là de sa carrière, c'est une transformation individuelle et collective. On voit des sourires, on voit des résultats, on voit des initiatives, on voit des transformations. Et finalement, prendre de temps en temps un recul sur quelques mois ou quelques années et voir les transformations à la fois des hommes et des femmes et des résultats, c'est tout simplement surprenant. Et je crois que finalement, on se dit à chaque fois qu'on aurait pu faire encore tellement plus beau. C'est un édifice et je le recommande à tout le monde. Un réel plaisir. Merci Laurent de t'être prêté à l'exercice. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, quelque chose de particulier à partager. Déjà, merci Cyril. Et puis surtout, je crois que j'ai hâte, et c'est important, dans ta profession comme d'autres, je crois que la transmission, l'écoute, les coachings, les partages, c'est, je pense, un cadeau qu'on peut se donner les uns les autres. Quel que soit le métier, finalement, quelle que soit l'ancienneté. Parce que c'est mettre les gens dans le succès, dans le plaisir, dans le développement. Et puis je crois qu'on peut le retrouver après dans la société et dans le monde privé. Donc merci, et je souhaite qu'on puisse développer ça pour nombre de personnes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.